Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour apprendre à réparer l'électronique. J'ai eu beaucoup de demandes pour savoir quel est le matériel que j'utilisais, donc je vais faire une vidéo qui englobe tout ça. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, j'ai pas gagné un centime ni un gramme d'étain à faire cette vidéo, donc je suis totalement neutre. Voilà, je vais donc essayer de gérer parce que j'ai pas mal de caméras en route en même temps, donc je vais essayer de pas m'emmêler les pinceaux. Et notamment, je vais filmer avec un iPhone 12 ici. Et alors cet iPhone 12, c'est un iPhone que j'ai modifié et qui est le premier au monde à avoir un port de charge USB-C. Vous voyez, ça c'est de l'USB-C. Ça c'est un iPhone 12 et quand je le branche en USB-C, pouf, ça charge. Bon, ok, c'est totalement inutile, on s'en fout pour la vidéo. Mais voilà, je vais filmer avec ça, ce qui va me permettre de déambuler plus facilement. Ok, donc je vais quand même le laisser charger parce que je n'ai pas surchargé de batterie. Ok, donc c'est parti. J'enregistre avec l'iPhone. Voilà. Alors, je vais commencer dans l'ordre. Donc, la première chose que j'aurai à montrer, c'est ici un petit contrôleur de courant. Donc, c'est très pratique pour diagnostiquer vite fait une carte mère. Par exemple, ici, j'ai pris une petite carte mère de drone, comme par hasard. Et ben voilà, je vais simplement la brancher. Et en la branchant, on va déjà pouvoir en déterminer pas mal de choses. Donc voilà, je la branche. Alors j'essaye de filmer en même temps que je branche, c'est pas évident. Ouais, je peux le faire. Ouais, non, je peux pas le faire. Voilà. Donc je la branche. Et directement, on va voir que on va voir directement le graphique ici qui est très intéressant comme première chose à faire quand on diagnostique une board. C'est qu'on voit que le courant, il monte à 1 ampère. Et puis il redescend aussi vite à 0. Et puis il remonte, puis il redescend, il remonte, il 0. Ça, quand on a ce genre de graphique on-off, 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 c'est sûr et certain qu'il y a un court-circuit sur la board. Et en fait, il y a la chaîne résistance, j'en ai déjà parlé dans les autres, dans les autres vidéos, qui vont permettre de détecter la consommation de courant qu'a la board. Et donc, dès que la consommation est trop excessive, le microcontrôleur il dit « Oh là, stop, on arrête tout de suite, il y a un court-circuit, on s'arrête. » Et voilà, bref, ce genre de choses. Cet appareil-là, c'est le FNB48 qui coûte 35 € chez AliExpress, je crois. J'ai pris plusieurs sites parce que je vous dis, je répète, je ne suis pas sponsorisé. Donc, il y a chez AliExpress, il y a chez Gotronic, il y a Amazon, il y a un peu de tous les sites. Je suis sponsorisé par personne. C'est juste des outils que j'ai essayés ou en tout cas que je trouvais très intéressants et que je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est très intéressant pour faire un pré-diagnostic de sa board. C'est vraiment super pratique. Alors, deuxième chose à avoir qui me semble indispensable, c'est un multimètre. Donc ici, le modèle PM8233D de chez Gotronic, qui est vraiment pas cher, à 22 € pour débuter, c'est vraiment très bien. En plus, il a déjà la sélection de gamme automatique, donc on a juste à mettre le curseur sur résistance, tension, etc. Et il va automatiquement détecter la gamme de tension ou de résistance qu'on mesure. Quand on débute, c'est très facile, c'est très pratique. Ça permet de ne pas devoir deviner la résistance qu'on doit mesurer avant de la mesurer. Le multimètre le fait pour vous. Moi, j'utilise un multimètre beaucoup plus cher. Franchement, il est vraiment très bien. Hein. C'est le top, mais n'achetez pas ça pour commencer. Ici, le gros avantage, c'est que c'est un oscilloscope intégré. Donc, ça me permet de ne pas devoir me déplacer avec un multimètre et un oscilloscope. En déplacement, c'est top. En plus, il est rechargeable par USB, donc ça fonctionne vraiment très bien. Mais voilà. Pour commencer, c'est pas ça. Prenez celui-ci pour commencer, 22 €, c'est vraiment très bien. N'investissez pas 250 € dans un appareil pas trop de gamme pour ce que vous en ferez très probablement. Et l'autre fonctionne très bien. Voilà. Troisième outil qui est vraiment intéressant, donc vous retrouverez tous les liens en description, hein, c'est une alimentation de laboratoire. Donc c'est celle-ci, vous voyez, c'est exactement celle que j'utilise. Alors l'alimentation de laboratoire, c'est vraiment très intéressant d'en avoir une. Je ne vais pas dire que c'est indispensable, mais pas loin. C'est qu'on peut régler facilement la tension. Vous voyez, là, je vais augmenter la tension. Je dis, bon, alors, on va simuler par exemple une batterie lithium polymère qui est en 3S, par exemple, qui a 12,6 volts. Voilà. Et je vais pouvoir régler l'intensité maximum, les ampères maximum qui vont passer. Donc, regardez, j'ai fait un gros court-circuit. Donc, si vous faites ça avec une lipo, votre lipo, elle est morte. Hein. Mais ici, je vais y arriver. C'est pas évident de filmer en même temps. Hein. Voilà, donc là, ouais, je mets le plus avec le moins. Et on voit ici si ça fonctionne.
Voilà. Donc voilà, ici on a un court-circuit. Et donc on va directement, la tension a chuté, donc l'alimentation de laboratoire a dit, oula, on a un gros court-circuit, hop, on arrête d'alimenter, et ce pour pas griller tout le circuit, quoi. Et donc on peut régler la tension maximale, l'ampérage maximal. Et donc si je diminue l'ampère, ben voilà, on va seulement avoir 0,5 ampères qui passe, et ça permet de protéger le circuit quand on teste un circuit. Et si je monte les ampères, on peut monter jusqu'à 5 ampères, je crois, sur cette alim. Mais voilà, ça va limiter le courant, et on peut donc régler facilement la tension jusqu'à 30 volts, je crois. Voilà, c'est jusqu'à 28,8 et on peut régler les ampères comme on veut. C'est très pratique, ça permet de faire des courts-circuits en toute sécurité, ça permet de brancher ce qu'on veut avec ce qu'on veut. En vrai, ça fait des petites étincelles, mais enfin voilà, rien de grave. Vous voyez, le courant est directement limité et on ne fait pas tout péter. Voilà, donc ça c'est l'alimentation de la boîte, très intéressant, c'est 60 €, donc c'est pas hors de prix non plus. Il y a moyen d'en trouver des moins chers, mais également des beaucoup plus chers. Mais franchement, avec 30 volts et 5 ampères, vous faites 99% des trucs, quoi. Alors, prochaine chose, ça c'est mon pistolet à air chaud. Donc ça aussi, c'est un truc pro. Franchement, n'investissez pas tout ce prix-là si vous commencez là-dedans. Franchement, c'était juste pour vous montrer le matériel que j'ai, mais je vais tout de suite skipper parce que si vous ne gagnez pas votre vie avec ça, c'est pas la peine, quoi. Donc voilà, ici j'ai trouvé une autre chouette station qui fait 2 en 1. Donc qui fait également et fer à souder et pistolet à air chaud. Et le truc très intéressant en fait, c'est que c'est pas très cher déjà, donc c'est 70 €. Mais en plus, ce qui est vraiment important dans un fer à souder, c'est pas le fer à souder. On s'en fout d'avoir la température affichée, on s'en fout d'avoir plein de fonctions. Le seul truc important, c'est que ça chauffe en fait. Si on peut régler la température, c'est un petit plus, mais c'est pas indispensable. Vraiment, le truc indispensable, c'est les types, les pannes qu'on peut mettre dessus. Des pannes interchangeables et des pannes de bonne qualité, c'est vraiment le truc important sur un fer à souder. Franchement, le fer à souder, achetez le moins cher que vous pouvez. Ici, j'ai juste pris celui-ci parce qu'il était pas mal, parce qu'on avait le pistolet à air chaud avec pour 70 €. Je ne l'ai pas testé, mais franchement, il a l'air pas mal. Le seul truc que je pourrais reprocher, c'est que si on voit ici les nozzles, les têtes de l'air chaud, ce sont des têtes droites, elles ne sont pas coudées. Et donc sous le microscope, c'est un peu ennuyant parce que ça prend plus de place. Voilà. Moi, je préfère les têtes coudées, comme on peut voir ici. Voilà, vous voyez ici, voilà. Donc hop, ici, voilà. Donc voilà, les têtes coudées comme ça à 45 degrés, franchement, c'est le top. Sous le microscope, c'est le top. Si vous n'avez pas de microscope, les têtes droites, ça marche très bien aussi. Voilà, donc j'irai le fer à souder, on s'en fout du moment que ça chauffe, franchement rien à secouer. Le plus important c'est les pannes, d'avoir des pannes si possible biseautées, ce qui permettent un meilleur transfert de chaleur comme celle-ci ici tout à gauche. Donc ça franchement c'est le top. C'est à peu près tout à dire sur le fer à souder. Il y en a énormément qui utilisent, je l'ai ici aussi d'ailleurs, je vais vous montrer comment il s'appelle, c'est le TS100, le TS je ne sais plus combien. Ça doit être écrit dessus. Non, c'est pas écrit dessus. TS100, ouais, c'est ça. Donc le TS100, franchement, c'est pas mal, mais je le déconseille. Le seul vraiment truc intéressant de se faire à souder là, c'est si vous êtes en déplacement, si vous êtes sur le terrain, c'est cool pour souder. Mais il ne monte qu'à 100 degrés, c'est pas terrible. L'interface n'est pas super pratique, il faut appuyer sur les boutons pour monter en température, etc. Moi, franchement, je suis pas fan. Je préfère largement un gros potentiomètre comme on a là pour juste monter et descendre la température que ce genre de système qui finalement ne sert un peu à rien. Ouais, on a un écran et tout, mais on s'en fout. Et alors en plus, le gros problème, et c'est ça que je lui reproche surtout, c'est que les pannes coûtent une fortune, quoi. Alors justement, un fer à souder, pour moi, ce qui est important, c'est pas de contrôler la température, c'est vraiment de pouvoir changer les pannes facilement, de pouvoir les varier et que ça ne me coûte pas une fortune pour changer de panne, quoi. Voilà. En tout cas, en tant qu'amateur, je vous déconseille le TS100 qui est pourtant très bien en déplacement. Mais voilà, les pannes coûtent trop cher. Ouais, franchement, je déconseille. Le TS100, c'est pas top. Pour commencer, franchement, c'est pas top. C'est bien vraiment dans des besoins très spécifiques, mais en généralité, c'est pas top. Voilà, moi, ça, c'est le fer à souder que j'utilise. Donc, c'est pas donné. Mais c'est vraiment prévu pour la microélectronique et c'est franchement le top. Le gros avantage qu'il a, en fait, il chauffe comme tous les fers à souder, hein, donc ça change rien. C'est juste qu'en 3 secondes, il va monter à 370 degrés. Hop, voilà, il a la température, vous voyez, donc ça c'est vraiment très pratique.
Moi, j'arrête pas de le mettre, de retirer ton support. Et donc, toutes les 10 secondes, hop, je retire. Et hop, voilà, vous voyez, il est déjà chaud et c'est déjà prêt à souder, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool si, comme moi, vous êtes 8 heures par jour avec votre fer à souder. Mais autrement, prenez n'importe quel fer à souder. Là, j'en ai un. J'ai un bête fer à souder que franchement, il coûtait même déjà trop cher. Voilà, juste, ce qui est vraiment important, c'est pas d'interchangeable. Celui-ci prend 10 minutes à devenir chaud, mais on s'en fout quand on soude une demi-heure par jour. C'est vraiment pas ce qui est le plus important. Voilà, alors les soudures, l'étain. Alors je vais poser ma caméra, comme ça je vais passer sous le microscope. Alors ici, c'est le top du top, donc c'est chez Gotronic, c'est la marque BMJ qui vend très bon niveau soudure. Alors je ne l'ai pas ici, mais je l'ai à mon boulot, à mon autre boulot. Donc j'ai un autre boulot, je vous en parlerai peut-être une autre fois, qui est vraiment très sympa, où je travaille sur des drones d'ailleurs. Je mettrai peut-être une photo pendant la vidéo. Voilà, donc ici je vais vous montrer pourquoi acheter de la bonne soudure, c'est pas mal. Et la BMJ, franchement, pour l'avoir essayé au boulot, elle est vraiment top, quoi. Donc ça, c'est de la mauvaise soudure chinoise, donc étain plomb. Et on voit que elle n'est pas super brillante, elle n'est pas super belle, et en plus elle me fout un peu de résine partout. Alors ça, c'est j'ai comparé avec de la Sandkey, qui est déjà de l'étain de meilleure qualité, mais qui n'est pas encore si bon, je trouve, que la BMJ. Vous voyez, donc là directement, on voit qu'elle est déjà plus brillante, elle est déjà plus jolie, et ça permet déjà vraiment d'avoir des meilleures soudures, plus résistantes, et qui sont... enfin, c'est mieux, quoi. Mais c'est pas encore aussi bien que la BMJ. Bon, la BMJ coûte un peu plus cher, mais c'est vraiment pas mal. Voilà, alors après on va passer sur le flux. Alors déjà, à quoi ça sert le flux? Je vais vous montrer à quoi ça sert le flux. Donc ici, vous voyez, j'ai fait la soudure, elle prend bien du premier coup. Et en fait, c'est parce que dans l'étain, il contient déjà du flux à l'intérieur, il y a un cœur de flux. Mais le problème, c'est que vous voyez, à chaque fois qu'on va travailler l'étain, à force de l'utiliser, il y a le flux qui fond. D'ailleurs, on le voit qui s'évapore. Et plus on va faire aller une soudure, vous voyez, plus la soudure va commencer à suivre mon fer à souder. En fait, c'est parce que l'étain liquide commence à s'oxyder, parce qu'il n'y a plus de flux. Et donc, du coup, la soudure devient moins jolie. Et ça va vraiment moins bien coller, ça va moins bien tenir, ça va vraiment commencer à faire des pâtes dégueulasses. Et voilà, quand on voit vraiment que l'étain commence à suivre votre panne comme ça, ça manque de flux, en fait, simplement. Et donc là, je vais rajouter juste un peu de flux. D'ailleurs, on voit bien la soudure est beaucoup moins jolie, elle est beaucoup moins brillante. Et donc, rien que le fait de rajouter un petit peu de flux, vous voyez, on va la reprendre et directement, vous voyez, elle redevient bien lisse, bien jolie. Et ça, c'est en fait tout simplement que ça manquait de flux. Voilà. Donc, si vous vous demandiez pourquoi vous faisiez des mauvaises soudures, souvent c'est simplement parce que vous vous êtes repris à trop de fois. Vous avez essayé, oh, ça marche pas, j'arrive pas à bien faire une belle soudure, je réessaye. Et puis à force d'essayer, le flux s'évapore. Et puis vous arrivez à un moment donné où il n'y a plus de flux du tout. Et vous commencez à faire des pâtés dégueulasses. Donc voilà, le truc c'est simplement de rajouter un peu de flux et on repart sur de la belle soudure. Voilà. Alors je vais repasser sur mon écran des produits. Alors moi, le flux que j'utilise, c'est l'AMTech ici de chez AliExpress, qui est franchement très bon. J'en ai essayé d'autres, mais les autres flux me laissaient des traces dégueulasses sur le PCB. Et celui-là, je trouve qu'il est relativement propre. Il a 5 €. Allez, avec la livraison, on a combien? Je sais pas, on a combien avec la livraison? On doit être allé à 5-7 € le tube. Mais faut pas avoir peur de payer 7 à 10 € le tube. Franchement, vous ne le regretterez pas. La tresse à dessouder. Donc pareil, ici c'est de la tresse à dessouder BMJ qui est vraiment très bonne. Donc j'ai essayé aussi, mais bon là il n'y a pas grand chose à parler. Ici il faut prendre de la tresse étamée, c'est toujours mieux de prendre de la tresse étamée pardon, parce qu'il y a de la tresse non étamée aussi, et alors il faut rajouter du flux, enfin c'est pas pratique. Bref, prenez de la tresse étamée, 2 mm, je trouve que c'est vraiment le bon compromis pour la réparation électronique. La pâte à souder, donc la pâte à souder, je vais repasser sous le microscope pour vous montrer. Donc la pâte à souder, qu'est-ce que c'est? Donc c'est simplement de l'étain en fait. Donc je vais montrer dans la dernière vidéo, mais je vais vous montrer. Donc c'est tout simplement de l'étain en microbilles.
Donc c'est un mélange d'étain et de flux en fait directement. Et alors si on zoome, assez, je vais essayer d'avoir un focus à peu près propre, voilà. Donc si on zoome assez, on voit en fait c'est simplement toutes des microbilles d'étain. Et le fait de le chauffer, bah, toutes les microbilles vont fondre et vont faire une goutte unie. Et ça va permettre en fait de souder. Ça marche très bien. Je trouve que cet étain-là est vraiment très bon parce qu'ils font à très faible température, c'est genre 140 degrés, je crois ils font. Et franchement, c'est vraiment top. Vous allez voir, la soudure est vraiment jolie avec cet étain-là, donc je le recommande. Je dirais même qu'elle est quasi mieux qu'avec mon autre étain Sandki. Donc ouais, franchement, regardez, c'est franchement top. Le problème, c'est que comme vous voyez, bah, ça crée des petites microbilles qui s'éparpillent un peu de partout. Celles qui n'ont pas fondu s'éparpillent un peu sur le PCB. Donc c'est indispensable de nettoyer derrière, repasser un petit coup d'isopropanol. D'ailleurs, on va en parler aussi de l'isopropanol. Donc un petit coup d'isopropanol derrière ou un nettoyage aux ultrasons. Alors, est-ce que j'en parle maintenant? Ouais, je peux en parler maintenant. Donc voilà, donc le nettoyage à ultrasons. Je vais vous montrer, je repasse sur mon ordinateur. Donc ici, c'est le lien vers un produit similaire. C'est pas exactement le même, mais c'est un lien vers un produit similaire. Je reprends ma caméra en main. Donc qu'est-ce que c'est un nettoyeur à ultrasons? Donc c'est la solution du riche pour nettoyer son PCB. Donc c'est un récipient dans lequel on va pouvoir plonger des circuits électroniques. Donc ça chauffe. Donc là il est réglé sur 50 degrés, il est monté à 42. Ça prend beaucoup de temps pour chauffer. Et ça va envoyer des ondes à 40 kHz de mémoire. Et à l'intérieur, donc il y a un produit qui va permettre de frictionner entre guillemets les surfaces et de nettoyer en fait les circuits électroniques. Et franchement, c'est vraiment le top pour nettoyer. On va peut-être pas attendre 5 minutes que ça se nettoie, ou on va peut-être le faire tourner en arrière-plan, mais c'est pas très drôle. Je vais essayer de le prendre dans ma pince. Et vous voyez, toutes les petites bulles qu'on voit là, c'est le nettoyage qui est en train de s'effectuer. Et franchement, c'est top. C'est franchement top, ça nettoie. Après, le circuit, il est vraiment nickel. Est-ce que je vais le prendre avec ma pince? Et alors, vraiment, le gros avantage de ça, le gros avantage de ce système-là, c'est que ça permet de nettoyer partout. Donc même les zones qui sont inaccessibles pour une brosse à dents, par exemple en dessous des puces qui sont biais, ce genre de choses, ça permet de vraiment nettoyer l'intégralité du circuit électronique. Donc ça c'est vraiment top. C'est vraiment top pour nettoyer les circuits qu'on n'a pas un super accès quoi. Donc voilà, on va montrer. Bon, normalement, il faut le laisser 10 minutes, hein, mais je suis sûr on va déjà avoir une sacrée différence. Je vais passer sous le microscope. Voilà, je passe sous le microscope. Hop, alors voici notre soudure qu'on venait de faire. Et vous voyez directement, tout ce qui était sale est vraiment parti. C'est vraiment nickel. C'est vraiment propre. Il y a encore quelques petites bulles qui seraient parties si j'avais laissé 10 minutes. Là, je laissais 5 secondes, c'est pas assez. Il faut vraiment le laisser plus longtemps. Mais ouais, franchement, c'est top. Donc, on va essayer l'autre solution qui est simplement la solution que j'utilise dans 99% du temps parce que c'est vachement plus facile à mettre en place. C'est un bon petit coup de brosse à dents avec de l'isopropanol. Donc, un peu d'isopropanol que je vais vous montrer et aussi un petit coup de brosse à dents. Et vous allez voir que la brosse à dents, ça part bien aussi, mais les zones où on n'a pas accès avec la brosse à dents, on ne saurait pas nettoyer. Donc vous voyez, c'est quand même plus ou moins propre. Ça marche bien aussi la brosse à dents. Mais voilà, ici on y a accès, c'est facile. Quand par exemple ça se situe en dessous d'une puce, imaginez, voilà, il y a par exemple de la crasse en dessous de la puce ici. Vous voyez, s'il y a de la crasse qui rentre en dessous de la puce ici, si la borde est tombée dans l'eau, ce genre de choses, bah là c'est impossible de nettoyer avec la brosse à dents. Et donc du coup, ce genre d'outil c'est vraiment très intéressant. Voilà, alors l'isopropanol, c'est simplement de l'alcool pur. En fait, on dit d'isopropanol, mais le vrai terme c'est de l'alcool isopropylique. Je vais vous montrer le lien.
Alors moi j'achète en bouteille de 5 litres. Je montre à la caméra, voilà. Moi j'achète en bouteille de 5 litres, mais c'est parce que j'en utilise beaucoup. Prenez, voilà, ce genre de bouteille. Prenez la bouteille la moins chère à 99,9%, c'est très bien. Et voilà. Alors, autre chose, donc j'utilise aussi l'alcool isopropylique pour trouver les éventuelles sources de panne. Pourquoi? Parce que l'alcool isopropylique, il a beaucoup de qualités. Donc d'un, c'est un très bon nettoyant. De deux, il n'est pas conducteur. Donc vu qu'il n'est pas conducteur, on peut franchement plonger toute la carte électronique dedans. Il n'y a aucun danger. Ça ne conduit pas l'électricité. Ça ne peut pas créer de dommages à votre système électronique. J'aurais dit juste d'éviter d'en mettre si vous avez un micro sur votre carte, parce que les micros sont très sensibles. La petite membrane, si elle a moins de liquide dedans, même d'isopropanol, elle ne va pas aimer. Mais le reste des cartes électroniques, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les tremper dedans. Il n'y a aucun risque, ça ne conduit pas le courant. Voilà. Autre chose, ça s'évapore très très vite. Et alors c'est très intéressant parce que quand on a un court-circuit, ça va permettre de détecter facilement les sources de chaleur qui vont augmenter cette évaporation rapide. Là par exemple, j'avais branché la carte. J'ai branché la carte et j'ai mis donc un peu d'isopropanol dessus. Et on va très rapidement voir qu'il y a un court-circuit. Donc comme vous voyez, regardez, la petite puce ici. Hop, vous voyez directement. Dès qu'il y a un peu d'isopropanol qui tombe dessus, directement on voit qu'il s'évapore et du coup c'est relativement facile de trouver la panne vu que visuellement ça se voit très bien quoi. Voilà. Donc ça c'est la solution facile pour trouver les points chauds. Alors j'ai une autre solution qui est moins bon marché mais qui fonctionne encore mieux, que j'utilise très rarement d'ailleurs parce que l'isopropanol fonctionne dans 99% des cas. C'est une caméra thermique. Donc je vais repasser sur l'ordinateur. Alors je vais passer l'outil ici, voilà. Et donc du coup ici on est directement sous la caméra thermique. Alors hop, ok c'est bon. Alors c'est en chinois, je vais peut-être mettre en anglais. Voilà. Donc la caméra thermique, ça c'est un autre prix, je vous montrerai après. Mais c'est vraiment top aussi pour trouver les pannes. Donc ici directement on a la température. Donc on voit que dans la zone de notre puce, on monte à 111 degrés. Donc effectivement c'est un peu trop chaud. C'est pas normal. Et quand je retourne, on voit directement le STM32 ici qui chauffe. Donc on peut en déduire probablement que notre panne vient déjà du STM32. C'est un peu de la triche parce que c'est assez facile à diagnostiquer. Quand on sait qu'il y a un court-circuit, on n'a qu'à trouver les points qui chauffent. Il y a un court-circuit, ok, ça c'est le régulateur de tension, donc c'est normal qu'il chauffe. Derrière, on regarde ce qui chauffe. Alors on a un autre truc qui chauffe un peu plus loin là-bas, il faudrait diagnostiquer. Mais oui, probablement c'est le STM32 ici qui pose problème. Un autre truc qui est assez intéressant sur ce capteur infrarouge, c'est qu'il est vraiment ultra sensible. J'ai juste posé mes doigts sur le sol, enfin sur la table, et on voit directement. Même plusieurs secondes encore après, on voit juste la chaleur, l'empreinte de chaleur de mes doigts sur la caméra. Je trouve ça assez bluffant. Donc là, je sais pas, on a combien de secondes après avoir posé, mais on voit encore l'empreinte de mes doigts sur la table. Donc c'est vraiment ultra sensible. Donc pour les très 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 petites fuites de tension, genre quand il y a 0,1 ampère de fuite sur 1 volt qui serait quasi impossible à détecter avec de l'isopropanol, ce genre de caméra thermique, ça permet vraiment de venir le détecter, quoi. Donc ça c'est franchement top. C'est franchement top pour ça. Mais le prix est vraiment top aussi. Donc on va la quitter parce que ça ne s'adresse pas non plus... si vous êtes amateur, tout ça, franchement, laissez tomber, ça coûte beaucoup trop cher. L'isopropanol va fonctionner dans 99% des cas. Donc ici, c'est pas exactement la même que j'ai, mais elle a l'air pas mal et dans le même genre. Ici, elle a 404 €, c'est aussi Kionli, donc c'est les mêmes fabricants, mais c'est la nouvelle version qui est moins chère. Donc je suppose que ça doit bien fonctionner aussi, même si je n'ai pas de retour dessus parce que je ne l'ai pas essayé.
Ça, c'était le bain ultrason, pareil, donc moi je crois que c'est un 3 litres que j'ai qui est nettement suffisant pour tous les trucs. Ici, c'est le microscope. Donc ça, c'est un petit microscope USB que j'avais au tout début, donc j'ai pu le tester. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, ça fonctionne pas mal. Maintenant, ouais, pareil, c'est soit... le problème des microscopes, c'est qu'on a soit vraiment le bas de gamme comme ici, qui est quand même mieux qu'un smartphone et qui est quand même pas trop mal. On permet quand même de voir des trucs qu'on verrait pas à l'œil nu. Donc ça, c'est quand même pas mal. Pour 28 €, donc ça va, c'est pas la fin non plus. Ou soit on passe directement dans la gamme au-dessus, on est dans les 300, 400 €. Donc ça, c'est le microscope que j'ai, donc c'est le Akins, qui est vraiment top pour la réparation. Et le gros avantage de ce microscope-là, c'est que c'est un trinoculaire, donc quand on regarde dans l'optique, on voit en 3D en fait la carte. Donc je ne peux pas vous montrer sur YouTube parce que vous n'aurez pas l'impression de 3D, mais vraiment en optique, on a vraiment cette impression de 3D et de dimension sur les cartes. Voilà, je pense avoir fait déjà un bon tour de tous mes outils. Je peux peut-être vous montrer un petit aperçu du microscope, mais vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises dans mes vidéos, donc je ne sais pas vraiment si c'est intéressant. Mais ça permet, donc je vais essayer de faire un zoom au max, vous vous rendez compte du maximum qu'on peut zoomer. Voilà, c'est vraiment le maximum que je peux zoomer. Après, ça devient vraiment, enfin, vous voyez, on voit plus grand chose. Donc voilà, je sais pas si c'est intéressant. En tout cas, moi, je ne zoome jamais à ce niveau-là quand je dois travailler. Et en grande majorité, c'est pas mal parce que on a un bon champ de vue quand même. Alors le top, c'est en optique. Alors là, je regarde en optique. Franchement, en optique, comparé à ce que je vois sur l'écran, j'ai à peu près 2 fois plus de superficie de vue. Et je vois en 3D, donc j'ai une meilleure idée de la profondeur des éléments. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Et c'est pour ça que moi, personnellement, travailler sur un écran, je ne saurais plus après avoir goûté à la facilité de voir en 3D les circuits électroniques. Voilà, ma caméra vient de s'arrêter, à mon avis elle en avait marre, et de toute façon la vidéo commence déjà à devenir trop longue. J'ai encore plein de trucs à dire, j'ai une CNC, j'ai une découpeuse laser, j'ai une chambre anti-poussière, j'ai un oscilloscope, j'ai une soudeuse à pointe pour faire des batteries, j'ai des imprimantes 3D, enfin j'ai plein de trucs qui sont totalement inutiles pour la réparation électronique, mais qui sont cool et on fera une vidéo là-dessus aussi. Merci d'avoir regardé, ciao!